Bonjour, docteur Lecourt-Grandmaison. Merci de nous rejoindre cette fois-ci à nouveau sur ce podcast pour qu'on parle de votre ouvrage, donc Ennemis mortels, qui aborde donc les origines et puis les différentes caractéristiques de l'islamophobie en France. Donc, première question déjà que j'avais notée en lisant votre ouvrage. En fait, vous tracez l'origine de l'islamophobie à la pensée d'Ernest Renan, qui est considéré un peu comme un père fondateur en France. En tout cas, l'islamophobie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être différentes définitions de l'islamophobie à travers l'histoire. Alors déjà, avant l'arrivée de Renan, pouvez-vous nous dire quel était le rapport de la France officielle par rapport aux musulmans? Tout d'abord, préciser une chose qui me paraît effectivement importante dans le contexte actuel, rappeler que le terme islamophobie, contrairement à ce qui est hélas devenu une sorte de vérité médiatique et politique et dont les conséquences sont très importantes puisque cela détermine le comportement d'un certain nombre de responsables politiques et d'associations, que le terme islamophobie, en effet, n'est pas une invention récente, contrairement à ce que disent certains, et notamment Caroline Fourest. Le terme n'a pas été inventé à proprement parler par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de la révolution iranienne en 1979. Le terme islamophobie est d'usage parfaitement courant, en effet, parmi les spécialistes d'économie et ceux qu'on appelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle les orientalistes. J'en veux pour preuve notamment un article bien connu de ceux qui travaillent sur cette période, qui est un article de Maurice Delafosse, ancien gouverneur général de l'Afrique occidentale française, un grand colonial, comme on le dit à l'époque, en rappelant que cette expression est évidemment laudative, et qui emploie le terme islamophobie dans un article qu'il a publié, où il écrit et critique, évidemment, la politique islamophobe de la France menée en particulier dans cette région de l'Empire. Relativement aux représentations que se font les hommes de la seconde moitié du 19e des musulmans, avant même que Renan, au fond, n'en fasse une sorte de très brillante synthèse qui va avoir une influence considérable, on trouve déjà avant Renan toute une série d'appréciations et de dépréciations d'ailleurs de la religion musulmane, considérée comme une religion favorisant le fanatisme et donc favorisant la violence à l'endroit des Roumis, des Européens bien sûr, mais également la violence, disons, intercommunautaire, et favorisant, parce qu'elle favorise la violence et l'obscurantisme, favorisant la pérennité de traditions, de coutumes et de pratiques qui sont considérées
comme inférieure d'une part et évidemment dangereuse pour l'ordre colonial que la France a réussi à imposer après des guerres particulièrement meurtrières en Algérie. Alors, d'où est-ce que Renan a tiré son aura pour imposer un petit peu, en tout cas pour, pour que sa pensée, sa doctrine vis-à-vis donc vis-à-vis des musulmans, des possessions entre guillemets françaises, puisse se propager aussi vite. Quelle est l'origine ou quelles sont les origines de son aura à Ernest Renan? Alors, il faut rappeler que Ernest Renan, avant même qu'il n'écrive un certain nombre de textes et ne prononce un certain nombre de conférences relativement à l'islam, jouit effectivement, comme vous le dites, d'une aura et d'un prestige très important. D'une part parce qu'il est pensé comme un grand écrivain français, et à ce point grand d'ailleurs qu'il va être élu à l'Académie française, et d'autre part auprès des Républicains, il jouit d'un prestige très important parce que sous Napoléon III, à l'époque du Second Empire, à la suite de la publication d'un ouvrage consacré à la vie de Jésus, il va être démis de ses fonctions de professeur au Collège de France et très violemment critiqué par la hiérarchie catholique. Pour les républicains qui s'opposent au Second Empire et qui s'opposent également à la hiérarchie catholique, Renan devient au fond une sorte de héros, héros de la science, héros de la vérité, qui a eu le courage contre les injonctions politico-religieuses de Napoléon III d'une part et de la hiérarchie catholique d'autre part, de résister et de défendre ce qu'on appelle à l'époque la science. Tant et si bien qu'avec le rétablissement des institutions républicaines en 1870, les républicains qui ont besoin, pour légitimer le nouveau régime qui s'installe dans des conditions très particulières, vont, et c'est un geste très important et qui est fait très rapidement, vont dès 1870 réintégrer Renan au Collège de France. Et par la suite, Renan va rédiger deux textes considérés par les contemporains comme très importants. Un texte consacré à la réforme intellectuelle et morale de la France, qui n'est pas d'ailleurs un texte particulièrement républicain parce que Ernest Renan est très critique à l'endroit de la République et du suffrage universel, et surtout ce très grand texte qui demeure encore aujourd'hui une référence en France, Qu'est-ce qu'une nation, texte dans lequel Renan expose ce qui est au fond une conception à la fois moderne et républicaine de la nation. Et donc, au début de la Troisième République, Renan jouit d'une triple légitimité. Une légitimité en tant que savant, une légitimité en tant qu'il est pensé comme l'un des pères fondateurs des institutions républicaines, et enfin, une légitimité littéraire déjà très importante parce qu'il est pensé, encore une fois, comme un très grand écrivain, ce qui permet effectivement de comprendre la réception remarquable des textes qu'il a rédigés à propos de l'islam, et de même pour les conférences, parce que lorsque Renan s'exprime, et c'est comme ça que l'écrasante majorité de ses contemporains perçoivent ces textes et ces conférences, lorsque Renan s'exprime, on pourrait dire au fond c'est la science incarnée qui s'exprime, c'est la science faite homme qui s'exprime, à quoi s'ajoute bien sûr cette extraordinaire légitimité conférée par l'institution très prestigieuse à laquelle il appartient, à savoir le Collège de France, et le fait encore une fois que les dirigeants de la Troisième République lui ont accordé de son vivant, évidemment, mais également plus tard, après sa disparition, toute une série d'honneurs de façon à l'intégrer dans leur propre panthéon, si je puis dire. Alors, vous avez identifié plusieurs phases dans la diffusion de cette islamophobie, de cette pensée islamophobe dans la République impériale. Donc, vous parliez d'une phase savante, d'une phase littéraire et d'une phase populaire. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que cette idée islamophobe, donc selon la vision d'Ernest Renan, a trouvé un écho matériel, concret au niveau de la politique? Alors, tout d'abord, rappeler, parce que c'est également très important, que de même que le racisme dit scientifique qui émerge à la fin du 19e et au début du 20e siècle
en Europe en général et en France plus particulièrement, est un racisme élitaire parce que savant, et perçu donc comme scientifique. Pour reprendre cette catégorie à Michel Foucault, il faut se convaincre, en effet, que pour les hommes de cette époque, les conceptions racistes du genre humain ne relèvent pas de l'expression de préjugés, ne relèvent pas de l'expression d'opinion, mais relèvent de l'expression de la science et notamment de la science anthropologique. En ce qui concerne l'émergence de l'islamophobie, il faut, Renan à ce titre est exemplaire, rappeler qu'elle est également élitaire et savante. Et élitaire, si je puis dire, parce que savante. Ce qui permet de comprendre là aussi que lorsque Renan publie des textes et prononce des conférences, encore une fois, ses contemporains accueillent ces textes et ces conférences comme étant l'expression de la science, comme leur permettant de disposer d'un certain nombre de catégories, de concepts et d'éléments à la fois historiques, philologiques, politiques et philosophiques, leur permettant de mieux comprendre ce qu'il en est des musulmans. Et on va assister tout d'abord à une sorte de diffusion horizontale des thèses de Renan qui vont affecter de façon très significative différents champs des sciences humaines. C'est vrai de l'histoire, c'est vrai aussi d'une certaine façon de la géographie, c'est vrai bien sûr de la psychologie ethnique et notamment de la très célèbre école de psychologie ethnique d'Alger. C'est vrai aussi du droit, dont on s'aperçoit lorsqu'on étudie par exemple le code de l'indigénat, qu'un certain nombre de dispositions de ce code de l'indigénat sont l'expression, disons, politico-juridique de cette islamophobie faite droit, puisque ceux qui ont élaboré ce code visent à sanctionner toute une série de pratiques religieuses perçues par eux comme particulièrement dangereuses pour la stabilité de l'ordre colonial. Enfin, l'influence de Renan dépasse même les champs des sciences humaines, puisque ce que j'appelle le renanisme, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui s'inscrivent globalement dans les analyses livrées par Renan, quand bien même ils peuvent en être critiques, ce renanisme affecte également la littérature coloniale plus précisément, dont il faut rappeler à l'époque, parce qu'aujourd'hui elle a complètement disparu, elle a été au fond emportée avec l'Empire, dont il faut rappeler que cette littérature est une littérature très populaire, très profuse, dont les auteurs sont des auteurs à succès qui tirent leurs ouvrages, dont les ouvrages effectivement sont publiés parfois à des dizaines, voire à des centaines de milliers d'exemplaires. Évidemment, cette littérature va jouer, parce qu'elle est une littérature populaire justement, un rôle très particulier qui va contribuer à faire en sorte que cette islamophobie savante et élitaire à l'origine devienne et se transforme progressivement en une sorte d'islamophobie populaire. Il faudrait ajouter à cela, bien sûr aussi, le rôle qu'ont pu jouer les manuels scolaires des débuts de la Troisième République, qui reposent d'une part sur une conception hiérarchisée du genre humain, et d'autre part, qui repose également sur des conceptions hiérarchisées des civilisations et des religions, et qui, de ce point de vue-là, relativement à ces manuels, ont également joué un rôle très significatif dans la diffusion de ce type de représentation à la fois raciste et islamophobe. Est-ce qu'il y avait quand même des résistances, aussi bien chez les intellectuels qu'au niveau politique, vis-à-vis des idées de Renan qui pourraient être vues comme dangereuses? D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous le citez pas mal, et on pourrait aisément penser que c'est une idéologie qui est assez extrémiste, puisque ça ressemble un petit peu à la solution finale, c'est-à-dire en gros, le musulman, il est irrattrapable, il est dangereux, et en gros, c'est presque lui rendre service que de l'éliminer.
Alors, il y a eu des résistances, effectivement, en précisant le parallèle avec la solution finale me paraît outré dans la mesure où, pour Renan, il s'agit non pas à proprement parler de génocider les musulmans, il s'agit assurément de les combattre, de combattre leur religion et leur culture, non pas pour les génocider, mais pour en venir à bout sur le plan politique, sur le plan religieux, l'objectif étant, moins pour Renan d'ailleurs que pour ceux qui soutiennent la construction de l'Empire et qui défendent évidemment ce qui est acquis, et notamment l'Algérie française, il s'agit moins d'éliminer les Arabes musulmans que de les soumettre à l'ordre colonial dans un but d'exploitation des terres conquises par justement l'exploitation de ce qu'on appelle à l'époque les indigènes. Alors, il y a eu des résistances aux thèses développées par Renan, il y a eu des critiques très significatives aux thèses développées par Renan, mais une fois encore, ces critiques, pour significatives et importantes qu'elles soient, lorsqu'on les relit aujourd'hui et qui permet de comprendre qu'il n'y avait pas un accord complet, ces critiques sont restées marginales et globalement n'ont jamais réussi à remettre en cause, en tout cas immédiatement, le prestige de Renan et ce qui était tenu encore une fois pour l'expression d'une vérité scientifique, à savoir justement les analyses développées par Renan à l'endroit des musulmans. Oui, alors juste, si vous permettez, je vais lire un petit extrait de votre ouvrage pour que les personnes qui nous écoutent aient une idée un petit peu des termes qu'utilisait Renan. Alors c'est vrai, c'était pas génocidaire à proprement parler, mais c'était relativement fort. Alors je vais lire cet extrait. Donc vous disiez donc dans votre ouvrage, eu égard à l'ampleur et à la nature des différences qui séparent les musulmans des occidentaux, l'assimilation des premiers par les seconds est inconcevable, donc selon la pensée de Renan. La solution proposée par l'historien est la conséquence de ses analyses, puisqu'il affirme la destruction de l'islamisme, entre guillemets, vous reprenez là donc ces termes, par la misère ou la terreur imposée à ces sectateurs qu'il faut reléguer au fond du désert, et la condition essentielle de l'expansion de la seule civilisation qui vaille, à savoir la civilisation européenne. Renan, adepte du refoulement des Arabes, comme l'armée d'Afrique, commandée par le général Bugeaud, l'a pratiquée dans les années 1840 lors de la pacification entre guillemets de l'Algérie. Les termes employés par l'historien laissent peu de doute sur ses positions. Et plus loin, dans un autre texte publié en 1860 par la Revue des Deux Mondes, Renan livre son analyse sur le sort des races sauvages jugées indignes de vivre. Il leur souhaite donc une mort douce. Donc là, vous reprenez aussi ces termes, car il est fort douteux qu'on réussisse, là aussi vous reprenez ces termes, à en faire des hommes. Donc c'est assez accablant, et choquant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous faites bien de le préciser, c'était la science qui parlait, donc voilà, ainsi sont faites les choses, ainsi est l'ordre de la nature, n'est-ce pas? Absolument. En précisant deux choses, parce que c'est important de les préciser en effet pour qu'il n'y ait pas de confusion. Rappelez qu'à l'époque, le terme islamisme n'a pas du tout la même signification qu'aujourd'hui. Islamisme est pensé comme équivalent à islam, et islamisme est au fond un néologisme forgé pour désigner toutes celles et tous ceux qui sont des adeptes de la religion musulmane, de même que le catholicisme désigne toutes celles et tous ceux qui sont des adeptes de la religion catholique, de même que le judaïsme désigne toutes celles et tous ceux qui sont des adeptes de la religion juive, et islamisme désigne cela. Autrement dit, le terme islamisme tel que l'emploie là Ernest Renan ne vise pas une petite fraction politico-religieuse de l'islam, mais vise la totalité de l'islam. Premier point et première précision importante. La seconde, c'est que lorsque Renan écrit texto, en effet, qu'il traite de la destruction de l'islamisme, il traite bien de la destruction d'une religion. Il ne traite pas de la destruction de ceux qui sont adeptes de cette religion. Et pour une bonne et simple raison, une fois encore, c'est que, comme d'ailleurs d'autres de ses contemporains plus tard,
et ce n'est pas pour eux contradictoire, détruire la religion musulmane est, de leur point de vue, absolument essentiel pour assurer le triomphe de la seule civilisation qu'ils estiment légitime, à savoir la civilisation européenne et à l'intérieur de cette civilisation, bien sûr, la civilisation française. Mais la destruction de cette civilisation, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ne doit pas aller jusqu'à la destruction des hommes, dans la mesure où, une fois encore, les colonisateurs ont un besoin impérieux des indigènes, parce que sans ces indigènes, et pour des raisons qui ne sont pas particulièrement morales et qui ne sont pas particulièrement liées à une sorte de mansuétude, mais ces colonisateurs et ceux qui défendent l'Empire ont évidemment besoin des indigènes pour, c'est le grand slogan de la Troisième République, pour mettre en valeur les territoires qui ont été conquis. Et dans certains cas, ces territoires ne peuvent être mis en valeur que par les indigènes. Et il s'agit donc de défendre un projet colonial qui repose sur une double exploitation, l'exploitation des terres d'une part, par l'exploitation optimale des indigènes, le tout permettant évidemment, du point de vue des intérêts du colonisateur, le développement des colonies et évidemment aussi ce qui est le but recherché, l'enrichissement de la métropole et l'enrichissement des colons. Dans la prochaine partie, sous la Seconde République en 1848, Victor Hugo prononce un discours très enthousiaste, très enflammé, faisant l'apologie de la colonisation de l'Afrique, qui permettra, je cite, de transformer les prolétaires en propriétaires et qui permettra par là même, en transformant ces prolétaires en propriétaires, qui contribuera par là même à apaiser la guerre des pauvres contre les riches, donc, on pourrait dire en d'autres termes, à apaiser la lutte des classes et à substituer à la lutte des classes la lutte des races, c'est-à-dire la lutte des Européens contre les races réputées inférieures dans les colonies.